Le vieux monde se meurt, le nouveau tarde à apparaître, et dans ce clair obscur surgissent les monstres. Alors c'est par cette citation d'Antonio Gramsci que vous concluez, David Bavrez, une récente tribune publiée dans l'Opinion intitulée « Jour de la libération de Donald Trump, la vraie guerre est monétaire, pas tarifaire ». Avec vous, David, et avec vous, Amigrine, nous allons tenter aujourd'hui de lever un peu le voile sur ce clair-obscur dans lequel semble plonger la géopolitique mondiale. Nous chercherons à comprendre la nature des monstres qui surgissent de ces zones d'ombre qui semblent s'étendre sur le monde, notre monde, celui de l'après-guerre froide, de la fin de l'histoire, de la mondialisation heureuse et des dividendes de la paix. Au cours de cette plénière, nous nous arrêterons sur ce fond diffus géopolitique dans lequel est immergée l'activité de l'industrie européenne du numérique. 3 mois après la prise de fonction de l'administration Trump, nous tracerons à grands traits avec nos invités le nouveau panorama mondial, une scène dominée par la rivalité sino-américaine et les enjeux de sécurité en Europe. Nous explorerons également quelques pistes de réflexion que nous, Européens, serions bien inspirés d'avoir en tête, notamment pour un secteur technologique encore très largement dominé, comme nous l'avons vu ce matin dans les chiffres, par l'industrie américaine. Alors, pour nourrir notre réflexion, nous avons le privilège d'accueillir 2 intervenants éminents. D'abord, Amy Green, qui est politologue et spécialiste de la politique américaine, experte associée à l'Institut Montaigne. Elle accompagne dirigeants et institutions dans leur compréhension des dynamiques transatlantiques. Elle est enseignante à Sciences Po Paris et à Boston University. Elle éclaire avec finesse les équilibres politiques et institutionnels des États-Unis. Son dernier ouvrage, L'Amérique face à ses fractures, en 2024, offre une lecture percutante des tensions internes américaines et de leurs répercussions internationales. Elle contribue activement à la réflexion sur les relations entre l'Europe et les États-Unis à l'ère des transformations numériques. David Bavrez est investisseur indépendant, basé à Hong Kong depuis 2012. C'est un observateur attentif et averti des mutations géopolitiques et économiques entre l'Asie et l'Europe. Il analyse dans ses ouvrages les conséquences des ruptures technologiques sur l'équilibre mondial. Son dernier essai, Bienvenue en économie de guerre, de 2024 également, explore les transitions d'une économie de paix à une économie de guerre, marquée par les récents bouleversements géopolitique. Et il reviendra certainement sur ces enjeux lors de son intervention. Alors, je vous propose d'articuler cette plénière en 3 temps. D'abord, chacun de nos invités brossera pendant une vingtaine de minutes sa lecture de la situation géopolitique mondiale à travers son prisme d'expertise. Ensuite, je les inviterai à un échange croisé autour de 3 thématiques d'actualité qui nous concernent directement. Et enfin, vous serez pleinement acteurs de cette séance. Vos questions, commentaires et réflexions nourriront nos débats. Si tout le monde est d'accord avec ce programme, je l'espère, je vous propose de commencer sans tarder. C'est la démocratie, hein, absolument. On vote, hein. Je vous commencer sans tarder en donnant la parole à Amy Green, Amy, Florizio. Merci beaucoup. Et je constate qu'Henri, c'est le seul, il nous a appris qu'il peut couper les micros à nous tous. Donc, on a intérêt à jouer bien le jeu. Mesdames et messieurs, merci beaucoup pour votre accueil cet après-midi. Je suis ravie d'être avec vous. Dans le temps qui m'est alloué aujourd'hui, je vais me consacrer à 3 sujets très généraux. Tout d'abord, je vais vous brosser un portrait de ce que signifie America First comme doctrine de politique intérieure mais extérieure de l'administration de Donald Trump. Je vais passer par la perception des États-Unis et notamment de cette administration vis-à-vis de la Chine, mais aussi vis-à-vis de l'Europe. Et à la fin, je vais faire une escale à l'intérieur des États-Unis pour éclairer un peu les dynamiques globales, institutionnelles, de l'opposition politique, de l'opinion publique, afin de vous montrer un peu quelles peuvent être des failles ou en tout cas des perspectives possibles par rapport à une alternance ou à un changement politique ou un changement de cap possible. Alors, j'ai 20 minutes, je vais bien tenir, voilà. Alors 22, par exemple. 25, 35, on va voir. Le pont est glissant.
Alors, effectivement, on parle beaucoup de America First, mais qu'est-ce que ça signifie? C'est vrai qu'il y a quelques mots-clés qu'on entend beaucoup, c'est America First, c'est le deal, enfin voilà. Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement? Alors, ça permet, comprendre ce que ça veut dire America First, ça permet de comprendre un peu la manière dont Donald Trump conçoit la politique étrangère, mais aussi qu'il conçoit une certaine vision du monde et la place que les États-Unis devraient occuper justement dans ce monde-là. Et cette compréhension-là nous permettrait de comprendre un certain nombre de décisions qu'il a prises, même si je suis la première avec vous à constater qu'on se pose la question de la méthode, mais je reviendrai un peu plus tard. Donc effectivement, Donald Trump, il est intimement convaincu que les États-Unis ont trop investi dans le système international, dans cet ordre mondial. Il considère par ailleurs que cet investissement-là est trop important par rapport au retour sur investissement justement des États-Unis. Et donc en fait, il considère que les États-Unis sont finalement les grands perdants du système international, même si on voit que l'Amérique, les États-Unis ont été les leaders justement de ce monde-là. D'ailleurs, cette frustration, ce sentiment de déclassement des États-Unis progressivement depuis 80 ans se dirige notamment vis-à-vis des alliés, parce que Donald Trump, il va constater que qui s'est enrichi principalement grâce à l'investissement, grâce à la générosité des États-Unis, c'est d'abord des alliés. Une façon ce qui lui permet d'expliquer justement, en tout cas de justifier cette perception, c'est effectivement les déficits commerciaux. Donc, il constate que c'est l'Europe, c'est les alliés, c'est les partenaires stratégiques historiques des États-Unis, finalement, qui sont les premiers à en bénéficier, et c'est les États-Unis qui perdent. Donc, le fait que j'introduis d'ores et déjà la question d'une perte qualifiée, quantifiée, justifiée par des questions économiques me permet d'ouvrir sur un deuxième sujet, une deuxième conviction de Donald Trump. C'est qu'effectivement, le prisme économique est celui qui compte plus que toute autre chose. Donc, pour Donald Trump, il considère qu'il faut que les États-Unis, dans cette optique de America First, exercent tous les leviers à sa disposition dans une forme de rapport de force en permanence qui permettrait de rééquilibrer les choses. Il voit ça d'abord par le prisme économique, mais il voit ça aussi sur le plan sécuritaire. J'aurai l'occasion d'élaborer un peu plus sur l'Europe tout à l'heure. Ce qu'on peut quand même constater d'ores et déjà, c'est que cette question de rapport de force en permanence, voire qui tend vers l'humiliation de l'autre, n'est-ce pas? On voit que Donald Trump, il s'en prend aux autres, notamment aux alliés. Ce n'est pas nouveau avec cette deuxième administration. On a déjà vu notamment vis-à-vis d'Angela Merkel, par exemple, pendant sa première présidence. Mais en tout cas, ça se dirige principalement vers les alliés et vers les plus faibles. On voit que Donald Trump, il a beaucoup de difficultés à monter le ton vis-à-vis de Vladimir Poutine, vis-à-vis de Xi Jinping. Au contraire, il s'en prend typiquement à ceux qui ont moins de méthodes, moins de moyens, qui sont plus démunis pour répliquer à cette posture plutôt hostile, voire agressive. Le Canada, le Groenland, le Mexique, etc. Mais par contre, la Chine, la Russie, ça devient un peu plus difficile. Donc effectivement, Donald Trump, il est dans une logique qu'il faut rééquilibrer les choses qui sont au désavantage des États-Unis. Cela commence par une suprématie économique. Ça commence aussi par le fait de rééquilibrer les alliances stratégiques. Et d'ailleurs, Donald Trump, il se méfie des alliances. Alors que d'autres administrations, qu'elles soient républicaines ou démocrates, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ont considéré que précisément la force des États-Unis se reposait sur la crédibilité de sa parole, sur la fiabilité de ses alliances, de sa capacité à protéger ses alliés. Ça, c'est plus du tout le cas pour Donald Trump. Il considère le contraire. Donc, il voit le monde comme une sorte d'arène composée d'alliances plutôt partenariats, je dirais même pas alliances parce que c'est trop fort comme mot, plutôt des partenariats ad hoc, plutôt stratégiques, ou en tout cas dans l'avantage des intérêts stratégiques, mais qui sont assez volatiles par la nature même d'un partenariat ad hoc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de notion de temporalité dans ces alliances-là. Et puis le prisme, encore une fois, principal, c'est le prisme économique. America First, ça suppose que les États-Unis sont prêts à aller seuls, si nécessaire. Ils sont prêts à y aller avec qui souhaite se joindre à eux, seulement si c'est dans l'intérêt conçu par Donald Trump, justement, pour les États-Unis. Alors, il peut y avoir des limites à cette stratégie. Je pense que ça peut être une stratégie qui peut payer, mais à courte durée. Pourquoi? Parce que c'est une stratégie de rapport de force qui ignore la question de l'influence.
C'est une stratégie qui considère que c'est en exerçant des leviers à court terme, ça va rapporter des bénéfices, notamment économiques. Ça va permettre effectivement de faire en sorte que les États-Unis se réindustrialisent, rapatrient justement la richesse qui a été trop longtemps donnée aux partenaires, donnée aux alliés. Mais néanmoins, la question du soft power, la question de la capacité des États-Unis à attirer, c'est quelque chose qui n'est pas du tout considéré, qui n'est pas du tout un élément du calcul, justement pour cette administration-là. Donc cette envie des États-Unis d'être aimés, de considérer qu'il faut convaincre les autres de vouloir avoir ce qu'ont les États-Unis ou de se sentir concernés par la définition des intérêts stratégiques des États-Unis, cette période-là, elle est révolue, en tout cas vis-à-vis de cette présidence. Un autre mot qui permettrait également de comprendre la manière dont Donald Trump se voit en tant que dirigeant, notamment vis-à-vis de l'extérieur, je pense que c'est important, puisque ça peut permettre aussi de comprendre un peu la diplomatie trumpienne. Alors, Donald Trump, il est vraiment dans une pratique très centralisée du pouvoir présidentiel. D'ailleurs, on ne va pas en parler énormément, sauf si vous avez des questions, et effectivement, je serais ravie d'en discuter avec vous. C'est sûr que sur la scène intérieure, il souhaite consolider son pouvoir, aller au plus loin possible, justement, dans l'autorité présidentielle, voire de repousser les limites de ce que ça signifie pour un président américain. Mais on va voir également à l'extérieur que ce qui intéresse Donald Trump, c'est d'être celui qui parle pour son pays. C'est-à-dire, on ne parle plus des États-Unis, et d'ailleurs, vous pouvez le remarquer dans les médias, on ne parle plus des États-Unis, on parle de Donald Trump. Cela est conscient. Donald Trump, il considère que c'est un homme fort parmi les hommes forts. Il considère que la diplomatie, c'est plutôt une affaire de deux chefs d'État qui se parlent en privé, en huis clos, qui négocient et qui sortent dans la presse avec des grandes dépêches et des gros deals qui ont été négociés entre eux. Donc, il veut se voir dans cette arène, justement, des grandes puissances, comme un Xi Jinping. Quand on parle de la Chine, on parle de Xi Jinping. Xi Jinping qui contrôle les institutions, qui maîtrise bien son économie, son pays. Alors, Donald Trump, il se voit dans cette optique-là. Donc, il faut comprendre que pour Donald Trump, il y a quelque chose de très personnel dans la manière dont il souhaite conduire la diplomatie. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, je parle avec un certain nombre de personnes dans l'écosystème politique français qui me disent qu'en fait, quand ils négocient, quand les Américains viennent parler avec, et puis par ailleurs avec des hommes politiques ukrainiens, ils disent, en fait, quand il y a l'équipe de diplomatie de Trump qui arrive pour faire des négociations, on avance très très bien toute la journée, et puis ils appellent la Maison-Blanche, et puis rien n'a été retenu de la journée parce que Trump n'a pas souhaité qu'on accède à ce qu'on a négocié. Donc, il y a vraiment quelque chose de très centralisé dans son exercice de la diplomatie, son envie d'être celui qui est perçu comme le deal maker en chef et celui qui conclut les accords lui-même directement avec d'autres hommes forts. Alors, pour avoir quelques mots sur justement la perception de ce président, la perception du président vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis de la Chine. Alors, on est pas mal d'Européens dans cette salle, principalement des Européens en tout cas. Donc, vous n'avez pas ignoré sans doute les remarques, notamment de J.D. Vance, la qualification des Européens de pathétiques. Enfin, voilà, vous connaissez ça par cœur. Mais c'est important, effectivement, de mesurer à quel point il y a un revirement. Et je parle à une salle d'Européennes principalement. Moi-même, je suis naturalisée française, je m'inclus un peu dans ça aussi. Ce discours, il peut inquiéter les Européens. Ce qui n'est pas nouveau avec cette présidence de Donald Trump, c'est effectivement l'injonction aux Européens de faire plus, de porter plus, d'être plus cohérente sur la question sécuritaire, sur la question politique. Donc certes, il y a un élément de continuité dans ça, parce que pourquoi depuis des années, je me souviens de Robert Gates pendant la présidence Obama, mais ça ne date même pas d'Obama, qui vient en Europe et qui dit finalement les Européens, il faut que vous payiez davantage à l'OTAN, il faut que vous portiez davantage de poids dans cette alliance, etc. Donc ce n'est pas nouveau ce que dit Trump. Mais ce qui change, c'est qu'effectivement, le sentiment que peuvent avoir des Européens, que non seulement les Américains nous demandent de faire plus, mais ils ne nous donnent pas forcément le temps de nous organiser et on n'est pas certain qu'il a les valeurs occidentales à cœur. Et c'est vrai que la question de porter des valeurs qui ont vraiment caractériser ce système international, ce n'est pas du tout la priorité pour Donald Trump. Parce qu'encore une fois, la question des alliances est plutôt source de scepticisme, voire de scepticisme de ce président. En tout cas, voilà, ce qui n'est pas une rupture, c'est effectivement le fait de demander aux Européens de faire plus. Ce qu'il est, c'est à la fois la question des valeurs, mais aussi c'est
le fait que le président il s'organise justement pour que les Européens soient en situation d'assumer davantage de responsabilités sur ce qui les concerne. Alors, la perception générale aux États-Unis vis-à-vis de l'Europe n'est pas limitée uniquement au Parti républicain, mais il y a deux principes de base qui animent vraiment le débat politique aux États-Unis vis-à-vis de l'Europe. La première conviction, c'est que les Américains ne peuvent pas faire face à la Russie et à la Chine en même temps. Et donc, il est grand temps que face à la Chine, qui est le peer competitor, le rival principal des États-Unis qui va définir ce prochain siècle, il faut privilégier cette frontière-là, ce champ-là. Et pour cela, il faut que les Européens assument davantage ce qui se passe sur le continent européen. Et donc, ça veut dire que les États-Unis ne vont pas forcément se retirer. D'ailleurs, de l'OTAN, typiquement, il y a trop d'intérêt pour les États-Unis, logistique, matériel, etc., pour que les États-Unis se retirent de l'espace européen. Mais cela suppose que les États-Unis ne peuvent pas opérer autant de présence stratégique en Europe qu'ils avaient pu faire autrefois. Et d'ailleurs, ce pivot vers l'Asie est quelque chose qui a été annoncé dès 2009 par le président Obama. Ça n'a jamais réussi. Donc, les dirigeants en place aujourd'hui comptent justement réorienter l'architecture sécuritaire économique pour faire face à l'émergence de la Chine. Et pour cela, il faut peut-être retirer un peu de cette architecture de l'Europe. Donc, ça, c'est une conviction qui anime beaucoup le débat politique aux États-Unis vis-à-vis de l'Europe. Il y a une deuxième sorte de conviction qui est assez populaire dans certains cercles républicains. Et d'ailleurs, ce n'est pas quelque chose qui est complètement nouveau dans la relation transatlantique. C'est la nécessité justement de bilatéraliser davantage la relation entre les États-Unis et l'Europe. Pourquoi? Parce que l'administration Trump préfère largement négocier avec 27 pays plutôt qu'avec la deuxième économie mondiale. C'est trop puissant. Et puis, cela permettrait également de récompenser, de favoriser, de soutenir davantage les pays européens qui décident de renforcer la coopération économique et stratégique, sécuritaire plutôt, avec les États-Unis, et puis de menacer, voire de punir les pays qui optent de faire autrement. Donc c'est une stratégie assez classique de diviser pour conquérir. Les Américains, même s'ils ont pu appeler autrefois à ce que les Européens parlent avec une seule voix, parlent de façon beaucoup plus cohérente, de façon beaucoup plus unie, ils ont pu également jouer cette stratégie du bilatéral. Mais c'est aussi une conviction profonde des dirigeants et de l'équipe politique étrangère autour de Donald Trump. Alors, il est vrai que les Européens ne sont ni la source de problèmes ni de solutions pour les Américains. Cela reste avec la Chine. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut avoir une partie de la jeunesse américaine qui considère que la Chine peut être source d'opportunités, mais très globalement, l'opinion publique américaine est très en phase avec ses dirigeants pour dire que la Chine est à la fois une menace et une ennemie des États-Unis. 9 Américains sur 10 qualifient la Chine justement de menace, voire d'ennemi. C'est assez énorme. Et puis par ailleurs, je parle de l'opinion publique parce qu'il y a un niveau de pénétration de cette perception de menace chinoise qui va vraiment très très bas dans la société, qui percute tous les niveaux de la société. Les Américains, autrefois, ils avaient pu ressentir que la Chine était en train d'émerger, que c'était préoccupant, que c'était peut-être un problème. Aujourd'hui, vous leur posez la question, ils savent que c'est sur les plans technologiques, potentiellement militaires, économiques, sur les questions des valeurs. Donc, un Américain lambda que vous allez interroger, pas tous, mais bon, globalement, ils savent qualifier justement ce que c'est la menace chinoise. Donc, les États-Unis sont dans une optique de battre cet ennemi, de vaincre, pour avoir la suprématie économique et technologique. C'est vraiment la clé à cette guerre, économique et technologique. Je vois que le temps passe, donc je vais quitter l'international. Super. Donc, je vais simplement faire un détour sur la scène interne, mais évidemment à votre disposition pour creuser davantage tous ces points, en plus de détails. Vous pouvez peut-être vous poser la question de ce qui se passe autour de Donald Trump. Parce que depuis l'extérieur des États-Unis, on peut avoir l'impression qu'il y a une sorte de roi, en tout cas quelqu'un qui agit très très vite, qui va très loin dans son action présidentielle, qui utilise des décrets exécutifs qui sont parfaitement constitutionnels. Donc on peut se dire finalement, est-ce que les Américains ne sont pas d'accord? Est-ce qu'il n'y a pas des failles ou des fissures un peu dans l'ensemble ou pas? Alors effectivement, il y a plusieurs choses.
il y a la question des partis politiques, il y a la question, et avec ça des institutions, la question de la société civile, y compris des entreprises, il y a la question de l'opinion publique. Tout d'abord, et très rapidement, le Parti républicain aujourd'hui reste très soudé derrière Donald Trump pour 2 raisons principales. D'abord parce qu'on est toujours dans la fenêtre des 100 premiers jours qui sont symboliquement très importants aux États-Unis. C'est presque une période de grâce pendant laquelle on s'organise pour donner au président toutes les chances possibles pour réussir son pari politique, pour mettre en place son programme politique. C'est assez classique finalement que le parti se réunit, se rassemble derrière lui. Il y a aussi la question de la peur qui éteint les voies de dissension au sein du Parti républicain, qui décourage justement l'expression d'envie de suivre d'autres courants politiques, de contester la politique présidentielle. Il y a quelques élus républicains qui sont suffisamment bien assis, ancrés, qui ne sont pas du tout menacés dans leur circonscription pour pouvoir prendre cette parole-là, mais même ces personnes-là commencent à dire même publiquement qu'ils ont peur de le faire, mais ils vont le faire quand même. Donc, effectivement, il peut y avoir des failles qui s'introduisent. Je vais revenir là dans quelques instants en guise de conclusion. Chez les démocrates, on n'entend pas beaucoup parler, pour 2 raisons principales, à mon sens. Tout d'abord, parce que les démocrates, ils sont complètement sidérés. Donc, ils essaient de comprendre, un peu comme nous d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe, quel est le fil qu'il faut suivre, quelle est la cacophonie qu'il ne faut pas écouter. Et donc voilà, il y a la question en fait, ils cherchent à comprendre l'ensemble pour savoir quelle est la bonne stratégie à appliquer. Et puis, deuxième raison, ils ne sont pas d'accord entre eux, ils sont très divisés, autour notamment d'une question principale, c'est est-ce qu'il faut dialoguer avec l'administration Trump, chercher des victoires bipartisanes et donc des espaces de compromis, mais admettre, ce faisant, que le Trumpisme est une force politique légitime, ou faut-il résister, faire barrage à chaque fois? Qu'est-ce qui va nous faire ramener des électeurs qui nous ont quittés pendant cette élection présidentielle? Donc, il y a des éléments de vision stratégique de base, en fait, qui ne sont pas aujourd'hui conclus par le Parti républicain, par le Parti démocrate. Institutionnellement, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la justice, devant la justice en ce moment, notamment parce que Donald Trump, il a adopté cette stratégie d'inondation, d'aller vite, d'aller loin très rapidement, par le décret. Donc c'est une stratégie de gouvernement qui est très fragile parce qu'il n'y a pas du tout d'ancrage législatif de cette stratégie-là, même si ça permet de faire beaucoup de choses, et puis d'ailleurs de tester les limites maximales de l'autorité présidentielle en essayant de faire valider des choses par la justice, et notamment une Cour suprême qui est plutôt teintée conservatrice. Aujourd'hui, on a un certain nombre de décrets qui sont sous les yeux de la justice fédérale, enfin, des cours fédérales ou bien de la Cour suprême. Donc là, on attend encore, mais en tout cas, il y a des premières décisions qui frustrent l'administration Trump. Donc là, il peut y avoir le début d'une crise constitutionnelle si le président ne tient pas compte de ces décisions-là. Il y a la réaction des entreprises qui commence à être inquiétées. Effectivement, il y a un certain nombre de dirigeants qui prennent la parole auprès du président en privé. Je pense au PDG de Walmart, typiquement, qui a supplié le président de revenir sur des tarifs. Il y a d'autres, on en a discuté tout à l'heure, Jamie Dimon, qui prend la parole, là, pour le coup, publiquement. Mais effectivement, il y a une forme d'inquiétude qui commence à s'installer, notamment des entreprises qui voient que finalement, la promesse des tarifs de réindustrialiser, la capacité à nourrir justement la production des États-Unis ne sera peut-être pas tenue. Donc il y a effectivement un écosystème d'instabilité, voire une cacophonie véritable qui s'installe avec des décisions qui changent toutes les demi-journées, qui commencent à inquiéter les entreprises qui n'ont pas un écosystème propice à une vraie planification. Et puis, il y a la question de l'opinion publique, qui aujourd'hui est très divisée autour de ce président Trump. C'est le président le moins populaire dans l'histoire récente. La seule personne qui a battu le record d'impopularité de Donald Trump, là, c'était Donald Trump lui-même il y a 8 ans. C'est vrai, en plus, vous pouvez me vérifier. Et donc, il reste quand même très divisé, avec quand même des inquiétudes qui surgissent. Et c'est là où je conclus sur les failles. Les Américains, ce n'est pas que des démocrates. Ils s'inquiètent sur quoi? Ils s'inquiètent sur le fait que la récession, elle est presque programmée. Ils s'inquiètent parce que les retraites qui sont capitalisées sur la bourse ont chuté, mais massivement. Il y a quand même l'inquiétude que les frais de douane ne vont pas justement tenir la promesse et rapporter un peu d'effervescence économique dans des zones, notamment dans la ceinture de rouille, qui ont voté massivement pour Donald Trump. Et il y a le sentiment aussi qu'il n'a pas de méthode. Donc effectivement, quand je parle de failles, je peux dire que dans 1 an et demi,
il y a des élections de mi-mandat. Certes, Trump n'est pas sur le... Mais on ne va pas discuter de virer Trump à ce moment-là, il n'est pas sur les bulletins, mais son parti l'est. Et là, vous risquez d'avoir plusieurs choses. Vous risquez d'avoir une opinion publique qui voit le Trump slump, qu'on essaie d'ores et déjà de qualifier une récession à venir, qui vont être des déçus de cette politique économique qui va faire beaucoup de mal, de toute évidence. Vous aurez à voir les républicains rank and file, comme on dit, des élus en fait ordinaires, qui eux sont très tendus parce qu'ils ont des électeurs qui sont très fâchés ou qui seraient très fâchés par la politique de Trump. Et cela mettrait beaucoup sous pression le Parti républicain. Donc la question, c'est est-ce qu'on perd notre majorité législative ou est-ce qu'on suit jusqu'au bout la politique de Donald Trump? Je ne suis pas certaine que dans une logique, dans 1 an et demi, il restera 2 ans pour le président de terminer son 2e mandat, son dernier mandat, constitutionnellement parlant. Là, on peut voir un parti républicain qui dit, bon, la prise de risque de suivre Trump jusqu'au bout, ça risque d'être un peu compliqué pour nous, ça risque de nous mettre tous en péril face à une opinion publique américaine qui est très fâchée, très inquiète. Et il peut y avoir effectivement un peu d'éloignement de la politique de Donald Trump à ce moment-là. En tout cas, il faut savoir que les conditions sont en place pour que des failles émergent et à suivre justement jusqu'où ces failles se creusent. En tout cas, merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Amy, pour ce remarquable tour du paysage aux États-Unis. Et je me tourne maintenant à présent vers vous, cher David, pour vous proposer de vous livrer au même exercice et peut-être d'esquisser une réponse à cette double question. Que pense Xi Jinping de cette situation et comment perçoit-il l'Europe et son économie actuellement? Alors, moi, je suis la Chine, je suis en fait très relax. Et un conseil, faites gaffe, ami et pas du tout votre ami. Votre ami, c'est moi, c'est la Chine. Et tout simplement parce que j'ai un énorme avantage, j'en ai qu'un par rapport à ami, mais il est gros, c'est j'ai l'avantage du temps long. C'est-à-dire que moi, chinois, je sais que l'économie, ça marche par cycle de 30 ans. Et donc, j'ai anticipé que le cycle de 1989, qu'on a entamé avec la chute du mur de Berlin et Tiananmen, logiquement, il s'est fermé en 2020. Il y a eu le Covid, 2020, 2022, et en 2022, s'est ouvert un nouveau cycle trentenaire. Et je l'ai préparé bien avant les autres. Parce que je l'ai compris en 2017, c'est là où Amy m'a fait un énorme cadeau, c'est qu'elle m'a coupé les semi-conducteurs à ZTE et Huawei. Du jour au lendemain, ZTE est mort, 50 000 emplois. Et donc, moi, Xi Jinping, j'ai compris que ça ne servait absolument rien de développer de la tech si j'étais dépendant d'Amy, qui n'est pas mon ami. Et donc, je me suis mis au boulot dès 2017. Dès 2017, j'ai anticipé que ce nouveau cycle de 30 ans qui allait commencer, alors je n'avais pas vu le Covid, mais j'avais... Donc, ça a commencé en 2022, je m'attendais plutôt à 2020. On avait passé d'économie de paix à économie de guerre. Alors, l'économie de guerre, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas l'économie de la défense. Je suis désolé s'il y a certains d'entre vous qui bossent pour la défense et qui pensent qu'avec 2-3% du PNB, ils dirigent tout. Non, l'économie de guerre, c'est tout simplement qu'en économie de paix, vous êtes tiré par le consommateur, la demande. Et qu'en économie de guerre, c'est l'inverse, et c'est la très bonne nouvelle pour vous qui faites de l'informatique, on est tiré par la production. Et plus particulièrement les goulots d'étranglement à la production. Par exemple, en 2017, les semi-conducteurs américains quand je suis Huawei et ZTE. Donc je m'y suis mis à partir de 2017, j'ai bossé en disant un objectif stratégique, c'est l'autosuffisance. 2020, j'ai un coup de bol incroyable, c'est qu'il y a eu le Covid, et que j'ai pu enfermer ma population, non pas comme vous, chez vous, tranquille, payé à ne rien faire, mais moi, les gens, je les ai enfermés dans les usines, pour qu'ils bossent 7 jours sur 7, 24/24. Donc, ma part de marché mondial de production est passée de 30 à 35% en l'espace de 2 ans. C'est un truc incroyable. Et donc, en 2022, j'ai décidé de faire un putsch en disant, là, c'est plus accéléré, il faut vraiment que je branche le turbo. J'ai une crise immobilière sans précédent.
parce que ma croissance de l'année précédente, elle était bidon, c'était construire des immeubles à des prix totalement surévalués. Donc, je me suis dit, on va faire un truc qui n'est jamais arrivé, c'est que c'est la population uniquement qui va porter tout le coût de cette bulle immobilière. Et l'argent de l'État, qui normalement devrait financer les pertes, il va aller entièrement à ce que j'appelle le second choc chinois, qui est pour vous. Le premier choc chinois, c'est en 2001, quand vous êtes venu vers moi, que je suis rentré dans l'EMC et que vous m'avez dit, il y a tout un tas de trucs à faible valeur ajoutée, qui polluent, qu'on n'a plus envie de faire, et donc c'est vous qui allez les faire parce que ça coûte pas cher chez vous et on va détruire votre pays par la pollution. Et j'ai dit oui parce que j'avais pas de quoi bouffer. En 2022, j'arrive et je dis le second choc chinois, c'est un nouveau modèle économique, c'est l'innovation à faible productivité. Donc un truc qui va vous sonner complètement taré dans vos oreilles, puisque vous, chaque fois que vous faites de l'innovation, c'est pour améliorer la productivité. Et moi, il se trouve qu'à la productivité, je m'en fous parce que la productivité du travail, j'ai 200 millions de personnes qui bossaient dans l'immobilier qu'il faut que je recase dans des usines. Et la productivité du capital, je m'en fous parce que j'ai décidé en 2022, pour des raisons bassement politiques, qui sont que, comme je suis dans ce qu'on appelle le piège du revenu intermédiaire, c'est-à-dire que j'ai une population qui crée $10 000 de PNB par tête, je sais historiquement que pour aller au-delà, il faut faire des services, ce que vous faites, et que vous êtes tous démocrates. Et que quand on commence à développer des services comme Taïwan, comme la Corée, quand on passe au-delà des 10 000 US, on passe de la dictature du manufacturing à la démocratie des services. Donc je renonce aux services B2C, je stoppe tout, et je dis nous allons aller full-time, digital uniquement B2B, je prends les industries matures du XXe siècle, qui sont essentiellement en Europe, je vais les digitaliser bien mieux que l'Europe, et donc je vais arriver avec, si vous allez au Salon de l'Auto, à Paris, au mois d'octobre, vous aurez le choix entre une R5 électrique, 35 000 €, dans un pays où les gens gagnent 2 000 € en moyenne par mois, ou si vous avez 35 000 €, moi je suis BYD, je suis le stand d'à côté, je veux dire, si vous avez 35 000 €, c'est le prix d'une BM en 2019, donc je vous ai une BM. Et puis, si vous avez 10 000 €, je vous ai l'équivalent d'une Renault 5. Donc, c'était la pub Fiat quand ils avaient lancé la Uno. Je vous montre la concurrence en disant, il y a moins bien, mais c'est plus cher. Donc, en fait, je suis en train de gagner. Et l'énorme avantage, c'est que la cassure de 2022, c'est que pendant que je faisais mon petit coup d'État, il y avait Poutine qui rentrait en Ukraine, ce qui vous a occupé. Et donc, cette double cassure, vous ne l'avez pas vu venir. Et on ne vous en a pas parlé. Parce que personne ne s'intéresse à mon 20e congrès ici en Europe. Et l'Ukraine, on vous a fait croire que c'était juste un truc entre la Russie et l'Ukraine, alors qu'en fait, derrière la Russie, il y avait moi. Et derrière l'Ukraine, il y avait Ami. Et donc, 2023, ça s'est très bien passé parce que vous avez été dans le déni total. Vous avez dit, non mais la Chine va dans le mur et Poutine ne passera pas l'hiver. 2024, on est passé à l'aveu. Donc ici, dans ce Parlement, il y a Mario Draghi qui est arrivé et qui a dit l'Europe a besoin d'un changement radical. Et pourquoi? Parce que quand mes parents et grands-parents, enfin c'est plutôt mes grands-parents ont créé l'Europe en 1951, ils ont créé la communauté européenne de l'acier et charbon. C'était pour bosser, c'était pour produire, l'économie de guerre, d'après-guerre. Et ça a marché d'enfer. Là, ici, dans ce Parlement, depuis 20 ans, ce qu'on fait uniquement, c'est des normes complètement débiles pour protéger le consommateur, ce qui fait que vous, c'est impossible de produire. Moi, Chinois, j'adore. Et donc, le rapport Draghi, je l'ai lu, moi, Chinois, je l'ai trouvé vraiment fabuleux. Je me suis dit, il y a un truc qui est vraiment génial, c'est qu'ils ne vont jamais l'appliquer en Europe, donc je suis relax. Et puis, bon, est arrivé le mois d'octobre. Alors, j'ai quand même un petit truc, c'est que quand je dis que je peux produire en me foutant du coût du travail et du coût du capital, j'ai quand même un petit problème, c'est que j'ai plus de croissance économique. Donc, je publie un chiffre de plus 5 de croissance de PNB, mais en fait, il est en valeur, il est 0, voire négatif, parce que j'ai une déflation qui est supérieure à 5%. Donc, comme je tiens ma population avec 250 millions de caméras, je peux baisser les salaires. En 2024, c'était jamais arrivé en Chine. Mais je tiens le bousin. Et donc, vous me regardez en économie de paix. Votre critère pour savoir si je réussis ou pas, c'est le PNB. Et donc, vous dites, mais la Chine, ils vont dans le mur. Ils font sans doute -2 ou -3 de PNB, en vrai.
Et moi, je vous dis que je suis en économie de guerre et qu'en économie de guerre, le ratio, vraiment le KPI de la réussite, c'est ma dépendance par rapport, ma dépendance vis-à-vis de vous par rapport à votre dépendance vis-à-vis de moi. Sur le plan macroéconomique, ça s'appelle la balance commerciale. Et en 2024, j'ai fait, alors ça n'existe pas en français, 1 trillion de dollars de surplus commercial. C'est 1000 milliards de dollars. On n'a pas un trillion en français parce qu'on pense que ça n'existe pas. En Chine, ça existe. Et alors en plus, là où je vous arnaque un peu, c'est que je vous ai jamais dit que si vous regardez la balance commerciale industrielle, c'est pas 1 trillion, c'est 1,8 trillion. 1,8 trillion, c'est 2% du PNB mondial. Donc si vous dites que la croissance du PNB mondial maintenant est de 2%, moi, Chine, je m'accapare 100% de la croissance mondiale. Donc pour ma population, c'est un peu de la sueur, du sang et des larmes, mais pour moi, en économie de guerre, ça se passe super bien. Et le troisième, donc vous voyez, l'Europe a le schéma à casser. Moi, la Chine, bon, il y a un peu population pas très contente, mais je gagne avec une guerre. Et alors les US, là, c'est fabuleux. Là, c'est fabuleux parce que c'est le cadeau incroyable de Trump. C'est qu'il arrive en moins de 100 jours à me casser l'Alliance Atlantique. Ma pire crainte, c'était que l'Europe et les US se mettent ensemble contre moi. Second, c'était que il me casse l'état de droit. Donc moi, chinois, ça fait 30 ans qu'on me dit mais on ne peut pas investir chez vous parce qu'il n'y a pas d'état de droit. Là, Trump déchire tous les contrats. Il dit si vous voulez être avocat, il faut me payer 40 millions d'US, autrement je vous retire votre licence. Donc c'est absolument génial. Il n'y a plus un investisseur qui va investir aux US. Et puis, si ça ne suffisait pas, en plus, il me fait, alors, cerise sur le gâteau, le libre-échange. Je le mets à la poubelle avec une histoire de tarif, mais à dormir debout, selon laquelle les Vietnamiens et les Cambodgiens, depuis 50 ans, s'enrichissent de manière indue sur le dos du consommateur américain. Donc un non-sens absolument total qui fait qu'il m'offre sur un plateau tout le Sud global. Parce qu'il va de soi que tous ces pays à qui il a mis 45% de tarif, je les ai appelés le lendemain, en disant, vous voyez que l'ennemi, c'est la Chine. Et que le gros méchant, ce sont les États-Unis. Donc en fait, moi, ça se passe super bien. Et alors, ça se passe d'autant mieux qu'il m'a mis 150, je ne sais plus combien, vous m'avez mis gentiment 125, 150% de 145, pardon, j'oublie toujours parce que ça change tous les jours avec Ami. Donc, bon. Et en fait, je suis assez relax. Je suis assez relax parce que d'abord, Ami, elle m'a fait le coup en 2019, hein, déjà. Elle m'avait mis un peu des tarifs. Il se trouve que les tarifs qui m'ont imposé Trump 1.0, ce sont les importateurs américains qui en ont payé 90% parce que moi, je n'ai pas changé mes prix. Parce que je ne suis pas complètement stupide et j'ai analysé que mes produits n'étaient pas substituables aux US. Et que donc, depuis 2019, j'ai bossé. Et que quand je vous ai dit que j'avais 35% de manufacturing mondial avec un objectif de 45% en 2030. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que c'est une moyenne. Vous savez bien dans votre métier d'informaticien qu'il n'y a rien de plus faux qu'une moyenne. Ce qui compte, c'est que comme je bosse dessus depuis 2017, donc ça fait 8 ans que je bosse dessus, dans quasiment toutes les chaînes de production mondiale, je me suis arrangé pour... Ce n'est pas une histoire de terres rares, hein, je vous ai totalement détourné votre attention avec les terres rares. Mais à chaque fois, je m'efforce de trouver une des étapes de production où j'ai 70, 80, 90% de part de marché mondial. Pour les petits trucs, le boulon de la porte d'Airbus et de Boeing qui va s'envoler sans mon boulon. Il n'y a que moi qui sais faire. Donc, vous... Émile, vous avez fait le calcul en disant c'est pas grave, c'est 1,5% de. Vous savez, les imports chinois, c'est 1,5% du PNB américain. Je peux m'en passer, c'est vraiment pas grave. En fait, ce que vous allez découvrir, c'est que, c'est l'effet de levier que j'ai sur toutes les chaînes de valeur, toute la chaîne de production. S'il vous manque un truc, petit boulon, il n'y a plus de Boeing. Et puis, deuxièmement, ce que, Ami, vous n'avez absolument pas compris, c'est que, oui, et vous le savez très bien, c'est qu'aujourd'hui, le software sans le hardware, ça ne marche pas. L'intelligence, elle va vers le edge. Et que donc, si je vous coupe le hardware, votre software ne va pas suffire. On le sait très bien parce que c'est comme ça que Microsoft a fait son OPA sur ChatGPT, avec Microsoft Azure, qu'ils ont coupé au board du jour au lendemain, si Microsoft avait la licence. En disant, vous ne pouvez pas me couper la licence, par contre, moi, je peux vous couper le hardware.
Donc pour la première fois, alors ça c'est la mauvaise nouvelle pour vous peut-être, c'est qu'on a passé 10-20 ans où vous nous avez dit je contrôle le software, c'est moi qui, donc c'est Ami qui contrôle l'ensemble de la planète, et moi je vous dis ben non, vous voyez, dans le nouveau cycle, il y a le hardware qui va pouvoir faire des coups pendus au software. Et ça, moi chinois, j'adore. Donc vous voyez que, alors, je ne veux pas être arrogant parce que bon, ça va me coûter quand même, vos histoires, ça va me coûter quand même au moins 2 points de croissance quand je vous ai dit que je fais pas, officiellement je fais plus 5, enfin je fais 0 / moins, je sais pas quoi, et que je vais me prendre 200-300 points de base de croissance dans les dents. Mais le temps va travailler pour moi. Et que donc, vous avez vu ce que j'ai fait dans le solaire de 2010 à 2020, lancer une guerre des prix, baisser les prix de 90%. La voiture électrique, je suis financé à 250 milliards de subventions publiques, 250 milliards d'US cumulés. J'ai fait 30 millions de voitures, donc c'est 10 000 $ par voiture. Donc vous voyez, c'est pour ça que je peux parader au Salon de Paris. Le prochain, sur les gigabatteries. Le solaire, vous savez, ça ne marche pas parce que le solaire, quand vous voyez le mix 2050 qui va nous sauver pour faire net zéro, le swing des fossiles qui passe de 80 à 50% du mix énergétique, les 30 points de swing, il y en a 15 à 20 qui viennent du solaire en fonction des pays où vous êtes. Le solaire, ça ne marche pas sans le stockage de l'énergie. C'est moi qui vais le faire, le stockage de l'énergie. Parce que vous avez eu BYD et CATL, ils vous ont annoncé super recharge en 5 minutes la semaine dernière. Donc en fait, en 2050, vos enfants, en 2050, je vais être l'Arabie Saoudite de 1973. Donc vos enfants et vos petits-enfants, ils vont se mettre à genoux devant moi. Parce qu'autrement, je vais leur dire, je te coupe le solaire. Alors effectivement, ça me coûte une blinde. Le solaire, là, j'en suis à 150 milliards de subventions. Donc vous voyez comme c'est fun. Donc c'est pour ça que je vous souhaite la bienvenue en économie de guerre. Alors, vous verrez qu'avec les questions d'Henri, il y a beaucoup de moyens de s'en sortir. Mais je voulais juste, par ces petits propos un tout petit peu provocateurs, vous dire que ça ne va pas être business as usual. Et que la Chine vient avec quel que soit votre secteur, un nouveau business model, et que les Chinois ont faim. Et qu'il ne va pas falloir regarder que du côté des États-Unis. La menace, elle ne vient pas que du côté des États-Unis, elle vient beaucoup du côté de la Chine. Et qu'il va falloir être très rusé pour essayer de se défendre vis-à-vis des deux. Voilà, si ça vous va, pour commencer. Effectivement, Morin, en fin de journée, ça revigore comme nouvelle. Tu as raison. Vous m'aviez dit qu'il y avait du café avant, donc je me suis dit, il va être réveillé. Et voilà, nous sommes bien réveillés. Bien, merci. Merci donc pour ce qui se passe dans la tête de Xi Jinping et de son équipe. Peut-être un tout petit complément sur comment perçoit-il l'Europe directement, plutôt que le monde occidental versus le Sud global, l'Europe. Nous, on est vieux, riches et naïfs. Donc, je ne peux pas trouver une meilleure target. Voilà. Et, non, mais la question... À bon entendeur. non, mais on rigole. Mais moi, la question que me posent mes amis chinois et hongkongais tous les jours, c'est les Européens, comment pouvez-vous être aussi naïfs? Comment pouvez-vous laisser rentrer la voiture électrique en Europe comme ça, quand cette statistique que j'ai lue dans le rapport Draghi et qui m'effare, qui fait que j'ai du mal à dormir la nuit en tant qu'Européen, l'automobile, je ne sais pas s'il y a des gens de l'automobile, c'est 10% des emplois en Europe, mais c'est 30% de la R&D européenne et c'est 50% de la R&D privée européenne. Vous faites de l'IT, vous avez besoin de semi-conducteurs. Les semi-conducteurs en Europe, c'est 3 sociétés. ST, NXP et Infineon. Je ne sais pas s'il y a des représentants ici. Les 3 font 50% de leur chiffre d'affaires dans l'automobile. Quand je parle à des fournisseurs automobiles, ils me disent notre carnet de commandes l'an dernier pour nos usines européennes, moins 50%. C'est notre chiffre d'affaires dans 2 ans. Donc dans 2 ans, nous fermons 50% de nos usines en Europe. On connaît notre chiffre d'affaires déjà. Donc le problème que vous allez avoir, vous allez me dire, je ne suis pas dans l'automobile, je m'en fous.
La question que j'ai pour vous, qu'est-ce qui se passe dans votre écosystème de R&D, ici en Europe, quand il y a la moitié de l'écosystème qui crève? Si vous êtes dans la biopharma, ça continue comme avant, ou quand la moitié des gens ont crevé autour de vous, il y a un problème sur votre écosystème? C'est ça les questions que me posent les Chinois. Comment êtes-vous suffisamment naïf? Merci. J'ai pas d'autres questions. On va se reprendre un petit café, là? Ou un jus de pomme? Alors, non, c'est comme les bons films américains d'amis. Vous allez voir qu'il y a une fin heureuse et qu'on va s'en sortir. Mais il faut d'abord que je vous explique. Absolument. Il faut qu'on arrête de nier les faits. Bon, nous allons passer au temps 2 de cette... Voilà, tout de suite, justement, une petite question nous allons possible. nous diriger vers le happy end. Et donc, ce que je vous propose, c'est 3 thématiques pour comprendre ces mutations géopolitiques. D'abord, sur la rivalité sino-américaine et ses répercussions sur l'Europe, dont on a vu quand même quelques éléments. Eh bien, je me tourne vers Ami pour vous demander comment l'Europe peut-elle, à votre sens, naviguer dans cette rivalité sans perdre ce qu'on pourrait appeler son autonomie stratégique entre les États-Unis et la Chine dans ce contexte que vous avez tous les deux si admirablement brossé? Alors, tout va bien. Il y a du vin aussi après. Oui, il y a tout ce qu'il faut. Ouais. Bah, effectivement, en fait, oui. Les Américains, ils considèrent que les Européens sont très naïfs vis-à-vis de la Chine. Il y a du revers. Et donc, en fait, ils pensent que les Européens, ils veulent se rapprocher un peu trop de la Chine et parce que finalement, ils sous-estiment l'ambition chinoise pour la planète. Alors, les Européens, ils se trouvent en situation un petit peu difficile parce qu'effectivement, ils sont en froid avec les États-Unis qui leur tournent le dos. Il peut y avoir l'intérêt, l'envie, l'ambition de se rapprocher de la Chine. Mais en même temps, il y a aussi toujours ce risque que les États-Unis, voyant ce rapprochement trop de près, décident effectivement qu'ils pourraient y appliquer un régime de sanctions afin de décourager les Européens en effet d'une proximité trop importante avec la Chine. Donc en effet, il peut y avoir peut-être plus de questions pour répondre à votre question que de réponses. C'est-à-dire que tout d'abord, il faut savoir en fait de quoi on parle quand on parle d'Europe. Est-ce que les Européens ils sont capables de qualifier leurs intérêts? C'est vrai qu'on a conçu l'Europe comme un marché. L'Europe n'a jamais eu vraiment besoin de se réfléchir en tant que puissance, y compris puissance stratégique, parce que les États-Unis ont pris la garantie de sécurité pour l'Europe pour qu'elle puisse s'organiser autrement pour cette paix perpétuelle. Donc effectivement, il peut y avoir la question de quoi part-on quand on parle d'Europe? Est-ce que c'est l'Europe de marché, avec un réel intérêt de se rapprocher justement de la Chine qui a l'économie un peu en berne, mais quand même qui a les cartes en main, y compris dans une stratégie de diversification, de hedging, comme on dit dans du bon français, afin de mitiger justement le risque des États-Unis qui partent un petit peu trop vite là sous la présidence Trump. Et puis on sait qu'à partir du moment où votre allié principal, votre plus proche allié, se montre pas fiable, que même s'il y a un président ou une présidente qui reviennent plus vers le normal, que ce soit démocrate ou républicain, d'ailleurs plus modéré, que ça pourrait se reproduire une deuxième fois. Donc effectivement, à ce moment-là, on perd quelque chose, on casse. La confiance, elle prend 80 ans pour construire, elle prend même pas 100 jours pour la casser. Et donc effectivement, les Européens, ils auraient sans doute intérêt à diversifier, à se rapprocher davantage de la Chine, à qualifier leurs intérêts économiques en dehors des États-Unis. Mais effectivement, je reviens à cette question, c'est-à-dire que est-ce que les Européens sont capables de concevoir leur intérêt? Et c'est qu'à l'Europe. C'est l'Union européenne, c'est l'Europe dont on parle beaucoup avec l'Ukraine, c'est l'Europe, mais plus les Norvégiens, plus les Britanniques. Mais c'est quoi l'Europe, en fait, tout d'abord? Là, il y a quelque chose qui est très intéressant que je constate depuis quelques années. Il y a quelques années, j'ai travaillé sur un audit du rapport de force transatlantique. Et dans ce rapport, on a sondé des dirigeants des 27 pays membres. Et une question qu'on leur a posée, c'était quel est votre intérêt de fond profond dans la relation transatlantique? Et c'était très difficile pour un certain nombre un peu plus que la moitié, de qualifier l'intérêt profond dans cette relation. Très souvent, on a entendu c'est important pour la paix, pour l'harmonie transatlantique, il faut nourrir la relation spéciale avec les États-Unis, etc.
Mais quand on leur a dit, mais quel est votre intérêt économique particulier vis-à-vis des États-Unis? Qu'est-ce que vous voulez en obtenir justement de cette relation de façon très cynique? Parfois, c'était difficile, même souvent, c'était difficile d'avoir une réponse. Donc, je ne réponds pas exactement à la question. Je réponds à la question quand j'aurais bien... qu'on me pose, comme un vrai politique. Non, mais en fait, je dis ça parce qu'en fait, finalement, sans perdre son autonomie stratégique, effectivement, c'est le risque de l'Europe. C'est de quitter les rives américains pour aller dans les bras des Chinois, mais les Chinois, ils sont tout aussi dans un rapport de force que les Américains, et puis c'est un rapport de force vis-à-vis des Américains. Donc tout d'abord, il faut qu'on sache de quelle Europe on parle, et puis quel est l'intérêt stratégique que souhaitent poursuivre les Européens, quels sont les leviers pour ce faire, et quels sont les partenaires principaux, les principaux nécessaires, afin de pouvoir justement avoir toutes les cartes en main pour réussir cet intérêt stratégique. Et là, pour l'instant, de ce que j'ai vu, y compris dans une expérience de terrain directe, c'est qu'on a encore beaucoup de difficultés à répondre à ces questions de fond et des questions fondamentales. Merci, Amy. David, je vais passer à la thématique 2, parce que je vois que le temps tourne, c'est sur la fragmentation du monde et cette multipolarité conflictuelle qui est en train de se mettre en place. Est-ce que vous pensez qu'on est entré durablement dans une forme d'ère de blocs rivaux où on aurait essentiellement d'ailleurs les États-Unis, puis la Chine, puis l'Europe, ou est-ce qu'au contraire vous pensez qu'il va y avoir d'autres restructurations, d'autres blocs éventuellement, l'Inde, le Moyen-Orient, pourquoi pas l'Afrique, qui vont émerger? Quel est ce paysage multipolaire que l'on pourrait voir et quelle place de l'Europe dans ce monde plus multipolaire et avec une multipolarité conflictuelle? Alors c'est très mouvant parce que je vous fais une réponse que je ne vous aurais pas faite la semaine dernière, c'est que je pense qu'on va vers le découpling entre la Chine et les États-Unis, alors que depuis 2-3 ans, je dis que ça n'arrivera jamais parce que c'est tellement fou que ça ne se passera pas. J'ai reçu lundi matin l'appel d'un copain qui travaille dans les semi-conducteurs en Chine et qui a reçu une société européenne. Il a reçu un coup de fil des Chinois qui lui ont dit lundi, on vire tous les produits américains, on achète tout ce que vous pouvez nous donner. Donc, on est en train de construire, dans votre industrie, on est en train de construire le mur de Berlin de 1960, je ne sais plus, 2, 3, quand on l'a construit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la rivalité sino-américaine change de nature. Sous les démocrates, le conseil de Kissinger, c'était de dire, vous limitez aux lignes rouges. Et les lignes rouges, c'était vous. C'était la tech. Donc, le 7 octobre 2022, il y a eu ce que j'appelle le Pearl Harbor du XXIe siècle, c'est-à-dire que les États-Unis, 10 jours avant le 20e congrès, ont coupé à la Chine l'accès à la technologie dans ce qu'ils considéraient les 3 domaines, AI, intelligence artificielle, semi-conducteurs de haute technicité et quantum computing. Et en disant, si on coupe cette high-tech à la Chine, c'est le XXIe siècle, donc c'est bon, le reste, on continue à faire 600 milliards de dollars ensemble. Et le problème, c'est que les Chinois ont vu débarquer DeepSeek, officiellement pour 5 millions d'US, en réalité pour 500 millions, fait avec des puces NVIDIA, parce que NVIDIA fait 20% de son chiffre d'affaires à Singapour, qui ne consomme que 1% des puces, donc il y a 19% des puces qui se baladent partout, qui vont dans des data centers en Malaisie, qui appartiennent à Bain Capital et KKR, et qui les louent une fortune meublée d'NVIDIA à la Chine. Et donc, ça, c'était les démocrates. Et les républicains arrivent et disent, en fait, la tech, vous, là, les gars de la tech, c'est impossible c'est exactement comme le pétrole russe, c'est impossible à bannir. Parce que si ce n'est pas les Singapouriens, ce sera les Turcs, il y a toujours des revendeurs, vous aurez toujours accès à ma tech. Et donc je suis obligé de sortir l'arme nucléaire en économie, qui est l'arme monétaire. Donc c'est la manière, il faut que je tue la Chine comme j'ai tué le Japon en 1986 en forçant la Chine. Le Japon a réévalué de 40% artificiellement. Et il faut que je remonte les coûts en Chine de 40%, autrement on est mort. Et j'ai pu le faire. Moi, États-Unis, j'ai pu l'imposer au Japon à l'époque parce que j'étais son parapluie sécuritaire. Je ne suis pas le parapluie sécuritaire de la Chine. Et donc la Chine ne va jamais accepter. Et donc pour moi, là où le combat change totalement de nature, c'est que le combat, il est militaire. Ce que, pour moi, ma lecture de ce que nous... C'est absolument pas une histoire de tarif. On vous raconte n'importe quoi depuis... Enfin, c'est art, on vous raconte pas n'importe quoi, c'est art of the deal. Je détourne votre attention du vrai sujet depuis 1 mois. Parce que le vrai sujet, c'est quoi? Le vrai sujet, c'est que quand il y a eu... Chaque fois qu'on s'est pris un gros pain dans l'économie mondiale, 2001, Ben Laden, stimulus plan des US, 3% de PNB. 2008, subprime, stimulus plan, 12% de PNB.
Mars 2020, Covid, US, 35% de PNB. Un truc de malade. Et c'est là où Amy est quand même très légitime de se tourner vers vous en disant « Je vous ai sauvé en 2020 », parce que souvenez-vous, en mi-mars 2020, vous n'êtes pas très les malins quand même. Hein. Nos cours de bourse divisés par 2 en l'espace de 10 jours, et on a été sauvés par les US. Et donc, ce que les US nous disent aujourd'hui, c'est « On vous a sauvé en 2020, on a mis 35% de PNB sur la table, la moindre des choses, c'est que vous remboursiez. » Parce qu'on ne va pas faire l'erreur de la Chine de sauver le monde en 2008 en faisant un plan d'infrastructure totalement non rentable, de l'immobilier non rentable, que la Chine se paluche pendant 20 ans et qui fait que sa population est pauvre pendant au moins 20 ans et il n'y a plus de conso intérieur. Et donc, ce que vous avez, c'est que vous avez les militaires qui débarquent et qui voient que Poutine met 100 milliards de dollars sur la table, nous, on met 400 milliards, nous, Europe, on met 400 milliards par an et on n'arrive pas à stopper Poutine. Donc, PPP adjusted, comme on dit dans notre jargon, ajuster tes pouvoirs d'achat, et bien, Poutine, il fait aussi bien que nous. Et donc, moi, Américain, qui claque 900 milliards dans la défense, quand la Chine claque 300 milliards, PPP adjusted, la Chine en fait plus que moi. Et Amy vous a dit qu'elle n'a pas fait le pivot. Le pivot, c'est le plus grand truc stratégique des États-Unis sur le plan militaire, c'est d'être présent en Asie. Hillary Clinton l'a annoncé en 2011, dans un article 2009-2011, et depuis, il n'y a pas un soldat américain supplémentaire. Donc j'ai 10 à 15 années de retard de sous-investissement militaire en Asie. Et là, je fais appel à Neil Ferguson, qui est un historien britannique et qui vous dit que, sur le plan géopolitique, vous perdez toute crédibilité le jour où vos intérêts sur votre dette sont supérieurs à votre budget militaire, parce que vous n'avez plus les moyens de vos ambitions. Et aux États-Unis, donc c'est arrivé au UK en 1945, et c'est aujourd'hui aux États-Unis, les deux courbes se rejoignent à 3% du PNB. Et le Pentagone dit, moi, le 3, c'est en période de paix, en période de tension, c'est 5, et j'ai besoin absolument de 5 parce qu'il faut que j'aille pivoter en Asie. Alors, le 3 de dépenses d'intérêt, c'est parce que j'ai 120% de dette sur le PNB, et vous souvenez-vous, hein, j'ai mis 35% en 2020 pour sauver le monde. J'ai 120% multiplié par 2,5% d'intérêt. Ce sont les taux d'intérêt des 10 dernières années où ils étaient très bas. Aujourd'hui, ils sont de 4,5%. Et puis, ils n'arrêtent pas de monter. Parce que les investisseurs paniquent, Émilie vous l'a bien dit, on panique sur l'état de droit. Donc, dans 2 ans, je vais claquer 6 à 7% du PNB juste pour les intérêts sur ma dette. Hein, je ne rembourse pas le principal. C'est 2 fois le Pentagone. Donc, moi, Pentagone, je dis non. Vous vous démerdez, mais vous n'avez pas le droit d'être au-dessus de 3%, donc il faut que vous rameniez les taux longs à 2%, alors qu'ils sont à 4,5%. Et donc il faut que l'ensemble... Alors, ce n'est pas la première fois que c'est arrivé, mais c'est pour ça qu'on vit une période totalement historique. J'ai écrit dans l'opinion, le 2 avril, c'est l'équivalent de Bretton Woods en 1944 et du DPEG du dollar et de l'or en 1971. Donc ce qui nous arrive, c'est un truc qui arrive. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'affoler si au bout de 15 jours, on n'a pas compris. C'est que c'est un événement qui arrive tous les 50 ans. Et que donc, ce que nous avons, nous, Europe, comment on va s'en sortir? Eh bien, soit on organise une conférence internationale monétaire, on laisse les hommes politiques au vestiaire, on prend les banquiers centraux, et on dit comme à Bretton Woods, parce qu'on a... C'est dans le Financial Times du jour, donc je suis désolé, je vous raconte des trucs qui sont dans tous les journaux, donc ça n'a rien de secret. L'endettement mondial, la dernière fois qu'on a eu ce niveau, on va être à 117% d'après le FMI en 2027. C'était en 1945 en sortie de guerre, alors que là, on y rentre. Okay, et que donc, ce qu'on a fait en 1944, c'est que l'ensemble des puissances se sont mis d'accord en disant on va se partager le coût ce qu'on appelle le deleveraging, donc le remboursement de la dette. Et la Fed, à l'époque, jusqu'en 1951, donc il y a pour 6 ans, a maintenu artificiellement bas les taux d'intérêt. Donc nous devons organiser, et il n'y a que l'Europe qui peut le faire, dire conférence monétaire avec la Fed, le gouverneur de la Banque centrale PBOC chinoise, la ECB, la BCE, le UK, le Japon, et l'Arabie saoudite, parce que c'est eux qui ont l'argent de nos jours. Et nous allons organiser le remboursement de la dette américaine étalée sur 5 à 10 ans. Et nous allons financer artificiellement des taux bas américains, autrement ça va péter.
Et donc, le problème pour votre boîte aujourd'hui, parce que le monétaire, c'est l'arme nucléaire. Vous pouvez pas, je touche le monnaie, vous ne pouvez pas ne pas y passer. C'est dans quelle mesure votre boîte va être impactée par ceux qui vont payer le deleveraging américain. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est vos clients? Est-ce que c'est vos fournisseurs? Mais votre business model ne sera plus jamais le même pour les 5 prochaines années. Et rappelez les retraités, parce qu'ils ont eu à régler le problème entre 75 et 80. C'est la stagflation, c'est-à-dire que tous vos coûts vont vous péter au nez, et moi, votre client, je n'ai plus qu'entre 80 et 90 de pouvoir d'achat. Donc la question, c'est les 10 à 20 que je vais couper, est-ce que je les coupe chez vous ou est-ce que je les coupe chez vous? Donc voilà pourquoi c'est très très fun, c'est que nous allons être obligés de repenser. Il n'y en a pas un de vous dans cette salle qui ne va pas être appelé à repenser le business model. Et ce qui est absolument génial pour vous, c'est que vous êtes au cœur du truc, parce que pour lutter contre la hausse des coûts, ça va naturellement se faire par le digital, l'IT. Et donc, au COMEX, maintenant, c'est vous qui parlez en premier. Et les autres écoutent. Voilà. Quand les hommes de 120 kilos parlent, ceux de 60 kilos écoutent. Donc, ça va être la fonction de DSI, de CIO dans les années qui viennent au COMEX. Merci beaucoup. J'avais une troisième thématique, mais c'était l'économie de guerre, un nouveau paradigme mondial. Mais je vous invite à lire donc le livre de David pour découvrir. Et parce que je voudrais qu'on passe maintenant, pour la petite demi-heure qui nous reste, aux questions. Et donc la parole est à la salle. Et donc ce que je propose, c'est vous vous présentez. Une question courte, des réponses courtes d'Amy et de David. Et nous allons commencer, allez, avec Alexandre. Alors, pardon, juste un point de logistique. Celles et ceux qui posent une question repartent avec un exemplaire gratuit de mon livre, qu'éventuellement je peux même dédicacer. Donc, Et désolé, le bien est payant en librairie. Oui. Bon, donc, allez. Super, j'avais envie de le lire. Ça, c'est l'économie chinoise, vous voyez, et l'économie américaine. C'est la corruption chinoise, je suis désolé. Allez, vas-y Alexandre. Bon, super. Alexandre Zapolski, je suis le fondateur, le président de l'Inagora, qui fabrique des logiciels libres. Première question. Les Chinois, David, vous avez réussi à développer votre souveraineté numérique en très peu de temps. C'est quoi les grandes leçons, vous qui connaissez si bien ce pays? Comment vous avez fait et comment nous, on pourrait s'inspirer de ce que vous avez fait pour aussi développer notre souveraineté numérique? Et à Amy, ma question, c'est vos tarifs. Est-ce qu'en réalité, ce qu'il y a derrière, c'est pas justement de nous tordre le bras sur les sujets de la tech au profit des big tech et de nous obliger, nous, Européens, à accepter d'enlever nos régulations au profit de vos acteurs big tech? Merci. Allez, David. Première question. Les Français travaillent 35 heures par semaine, les Chinois dorment 35 heures par semaine. Donc, premier truc, on se remet à bosser. Deuxième truc, vous nommez au COMEX, c'est dans mon bouquin, un Chief Geopolitical Risk Officer. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va comprendre vos nouvelles dépendances. Ce n'est pas seulement le sourcing, c'est tous vos suppliers d'un point de vue stratégique. Quels sont ceux qui sont stratégiques? Vous leur faites des contrats en or sur le long terme, mais contre ça, vous rentrez avec votre IT chez vous. Même truc avec la logistique. La production, vous la faites suffisamment flexible parce que tous vos cycles de working capital vont être soit du surstocking, soit du sous-stocking. Ça va être un enfer. Et dernier point, vous foncez à la banque, tirez toutes vos lignes de crédit pour financer ce working capital avant qu'il y ait une crise souveraine de la dette française. Pas tout de suite. Non. Vous vous asseyez, Patrick. Merci. Amy, répondez. Oui,
ne peut pas cacher qu'il y a une ambition américaine à interférer justement sur l'écosystème tech en Europe. Donc il peut y avoir cette envie un peu cachée, en tout cas en deuxième plan, derrière les frais de douane. Je dirais qu'il y a quand même un point de principe dans les tarifs qui dépasse vraiment la question de la tech. Mais si vous écoutez les prises de parole, ça peut donner une certaine idée de l'envie idéologique vis-à-vis de la tech au sein de la classe dirigeante républicaine actuellement au pouvoir. On a vu J.D. Vance qui est venu à la conférence de Munich sur la sécurité, qui a accusé les Européens d'enfreindre justement la liberté de la parole vis-à-vis de la régulation de la tech. Et puis on sait qu'au-delà de la question idéologique, il y a des intérêts pour les patrons de la tech aux États-Unis. Ceci dit, même s'il peut y avoir cette ambition-là cachée dans les tarifs, on voit très bien qu'il y a un désamour qui s'installe progressivement entre Donald Trump et justement ces patrons de la nouvelle tech qui commencent à voir le revers justement. Ils ont vu que le fait de financer la politique de Donald Trump, notamment l'investiture, ne paye pas forcément et ça ne les protège pas in fine. En tout cas, oui, il peut y avoir cette ambition-là et puis sachant également qu'il y a quelque chose qui est visé vis-à-vis de la tech qui dépasse le cadre économique et c'est vraiment idéologique. Merci, Amy. Allez. Oui, Luc Declercq, je dirige Board of Cyber, qui est une start-up en cybersécurité. J'avais deux questions. La Chine détient pas mal de bons du Trésor américain. Comment ils peuvent utiliser ce levier-là et comment ils l'utilisent éventuellement? Et le deuxième point, c'est qu'il y a pas mal de sociétés chinoises en tech qui sont listées, enfin qui sont cotées aux États-Unis. Il y a une menace des États-Unis éventuellement de plus leur donner accès. Qu'est-ce que vous pensez que ça peut, enfin, est-ce que c'est quelque chose qu'ils vont pouvoir activer ou pas côté États-Unis? Oui, alors les bons du Trésor, c'est très petit. Hein. C'est 600 milliards sur 33 trillions, donc c'est moins de 2%. Nous, avec le Japon, on en a quasiment plus de 10, entre 10 et 15%. Donc c'est nous qui pouvons dire à Donald Trump, on te fout ta dette en l'air. Et on sait très bien, depuis mercredi dernier, on sait qu'il n'y a que ça qui le fait reculer dans la journée. Donc nous, on a une arme, hein, c'est pour ça qu'on n'est pas à poil non plus. Hein, les États-Unis, on a de quoi se défendre. Effectivement, il y a une rumeur, notamment depuis hier, alors elle dure depuis 2-3 ans, hein, cette rumeur de retirer. De toute façon, quand je vous ai parlé de découpling, oui, je pense que ça fait partie des choses qui vont se faire. Et les EDR, la partie des EDR listés, partie du capital des sociétés chinoises listées EDR aux US est relativement fine, donc tout ça va être listé à la bourse de Hong Kong, je pense. Vous ferez un swap EDR contre Action Hong Kong. Un élément, Ami? Rien à ajouter. Merci. Oui. Oui, bonsoir, Général Boïté, état-major des armées. J'ai adoré votre définition de l'économie de guerre. Hein, ça. Je voulais juste poser une question. C'est pas la guerre. Oui, mais justement. Il préfère, hein. Justement, j'y viens. Xi Jinping nous a dit 2027, Taïwan est chinoise. Donc, est-ce normalement, les dictateurs font ce qu'ils disent et disent ce qu'ils font. Est-ce que ça va arriver, ou en tout cas, comment vous le voyez? Est-ce que c'est juste une menace? Est-ce que ce sera pacifique ou autre? Et comment les Américains vont réagir à ça? Vont réagir face à une menace sur Taïwan. Une caractériserait d'ailleurs. Ce n'est pas sûr que les Américains réagissent particulièrement. Alors, je pense qu'on saura à l'usage. Parce que c'est vrai que pendant la première administration de Donald Trump, on peut penser qu'il s'en fiche un peu. Néanmoins, ce qui est très intéressant, c'est que Donald Trump, il a accepté les félicitations du dirigeant taïwanais, ce qui a fâché Xi Jinping. Et donc, il a fallu un peu de travail de récupération, justement, de rattrapage plutôt pour apaiser les choses. Mais néanmoins, dans track 2, donc un petit peu derrière le niveau du chef d'État, il y avait quand même des experts sur le Taïwan qui ont fait en sorte que le Taïwan a reçu tout le soutien militaire et économique nécessaire et à des niveaux supérieurs à la présidence Biden qui a suivi. Donc on voit qu'il y avait à un moment donné quand même un travail qui se faisait discrètement derrière, qui garantissait, enfin en tout cas qui montrait des signes positifs au Taïwan. Mais néanmoins, ce n'est pas sûr qu'aujourd'hui les États-Unis soient en situation justement de s'intéresser particulièrement au Taïwan. Finalement, si on regarde ce qui se passe en Ukraine et l'incapacité totale de Donald Trump aujourd'hui à faire venir Vladimir Poutine accepter une proposition de cessez-le-feu, on peut se poser la question de sa capacité à raisonner, à négocier, en tout cas à tenir tête à Xi Jinping avec cette ambition-là. Donc, il est vraiment très difficile de savoir quelle serait la position des États-Unis. Mais en tout cas,
voilà, aujourd'hui, on peut considérer que Donald Trump, il a d'autres préoccupations. Néanmoins, échéance présidentielle 2028. Donc, ce sera juste à la veille de cela. J'ai un chapitre dans mon livre sur le sujet qui s'appelle « La guerre du Détroit n'aura pas lieu ». L'armée chinoise est un désastre, sur le plan, pas sur le plan matériel, mais sur le plan gouvernance. Vous avez peut-être vu que le numéro 2 vient de se faire virer. C'était pas arrivé depuis 1967. Xi Jinping licencie en permanence tout simplement pour corruption, parce que vous avez un truc qui est très particulier. Il faut que vous relisiez Tintin et les Picaros. Le général Cazard, c'est toujours Tapioca qui, quand vous êtes un dictateur, un pouvoir fort, vous n'avez qu'un danger, c'est l'armée. Et donc le Parti communiste chinois, qui est très intelligent, l'a compris et donc a créé une dual structure où pour chaque niveau de commandement, vous avez un représentant du parti qui n'y connaît rien, mais qui fait qu'il est tout simplement impossible de prendre une décision lors d'une manœuvre. Alors, il se trouve que moi, j'ai passé une semaine à Taïwan, j'ai rencontré tout le monde. Les Taïwanais, la première chose qu'ils vous rappellent, c'est ce que disait Kissinger des Américains. Être un ennemi des États-Unis, c'est dangereux, mais être un ami des États-Unis, c'est fatal. Et donc, ils disent, nous gérons très très bien les provocations des deux. Et les seuls en qui ils ont confiance, c'est le Japon, qui était à Taïwan pendant la première moitié du XXe siècle. Donc, et la vraie question à vous poser, c'est si je n'arrête pas, moi, Xi, de détourner votre attention sur Taïwan, qu'est-ce que je vous cache? Et vous vous souvenez de mon second choc chinois. Donc tout le temps que vous passez à élucubrer sur Taïwan, vous ne le passez pas sur mon second choc chinois, moi ça m'arrange. Oui, Ludovic. Est-ce qu'il n'y a pas néanmoins... Donc, Ludovic... Est-ce qu'il n'y a pas néanmoins... Non, Ludovic, si tu peux te présenter, excuse-moi. Oui, pardon. Ludovic de Courcelles, DSI du groupe Terrena, coopérative agricole. Est-ce qu'il n'y a pas néanmoins le risque d'une ambition personnelle, et j'insiste sur le mot personnel, du président chinois dans une prise de décision hâtive concernant Taïwan ? Oui, non, bien sûr, parce que Deng Xiaoping restera dans l'histoire comme celui qui a ramené Hong Kong et Xi veut absolument rester comme celui qui a ramené Taïwan. Et c'est tout son problème. C'est pour ça qu'il, tous les 6 mois, il licencie tous ses généraux en disant « mais vous me coûtez 300 milliards de dollars par an et vous êtes incapable de me ramener Taïwan ». Donc très, très énervé, le monsieur. On va essayer de se calmer. Oui, Hervé. Hervé Loiseau, je suis directeur HIT chez Veolia. Déjà, je voulais vous remercier. On a bien ri. Je fais 120 kilos, donc je suis content d'être entendu, Henri. Pardon. C'était drôle, on a bien ri, c'est léger, mais je pense sincèrement que c'est pas drôle du tout. Enfin, je pense qu'on est tous conscients par rapport à tout ça. David, vous avez parlé beaucoup de la Chine. Est-ce que la population vieillissante, c'est vraiment un problème pour les Chinois ? Parce que c'est un sujet où on dit que ça peut s'essouffler, mais je pense que ce que vous avez dit sur le temps long était très intéressant et que c'est pas si grave que ça. On a parlé tardivement des sujets de dette qui nous impactent directement et on ne joue pas peut-être avec les bonnes règles pour pouvoir être capable aussi de réagir. Et moi, je voulais savoir, bien évidemment, on ne sait pas, mais quels sont les accords entre les BRICS, avec les Chinois, les accords aussi avec les Russes, entre guillemets. Il y a peut-être une vision non occidentale qui permet aussi de prendre des positions un peu plus fortes. Et puis, Ami, enfin, les questions sont les mêmes pour vous aussi, mais Trump a dit qu'il ne lâcherait pas non plus le pouvoir, peut-être aussi. C'est aussi un vrai changement. Donc voilà, ça fait beaucoup de questions en même temps, mais merci pour vos interventions. Voilà, on repart pour 1h30, merci. Alors, une réponse courte. Peut-être, d'ailleurs, en commençant sur Trump, sur est-ce qu'il lâchera ou pas le pouvoir? Est-ce qu'il y a une possibilité? Est-ce que c'est un sujet de débat? Alors, c'est un élément sémantique qui est très utile pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que ça permet à Donald Trump, qui a déjà entamé bientôt 100 jours son dernier mandat qui est autorisé par la Constitution, donc ça permet de montrer que ce n'est pas le fameux canard boiteux, comme on qualifie des présidents qui ne peuvent plus se représenter. Donc c'est une façon de dire je compte rester, je vais mener à bien mon agenda, j'ai toujours beaucoup de capital politique et donc vous voyez, voilà. Donc c'est une façon de montrer qu'il est puissant, c'est lui qui décide. En fait, tout son système politique, c'est basé sur le fait que c'est lui qui décide, c'est lui qui est fort, c'est lui qui
qui peut faire des choses. Donc, effectivement, ça ralentit le moment où on considère qu'il est en perte de cette capitale-là. Et puis, par ailleurs, c'est vrai que ça peut être dangereux parce que, évidemment, ça ouvre sur le fait de désobéir à la Constitution, mais ça nous distrait aussi. C'est vrai que Donald Trump a cité cette possibilité à d'autres moments, mais là, plus récemment, il a dit quand il y avait le Signal Gate, où on a appris le partage des informations de guerre confidentielles via Signal, donc des canaux pas du tout classés. Et donc, c'est une bonne moyen de distraire, en fait, finalement, d'autres débats. Il y avait quand même la catastrophe de Liberation Day qui s'est mal passée. Enfin, voilà. Donc, c'est une façon de ramener le débat vers lui, de distraire. Et puis par ailleurs, pendant ce temps-là, effectivement, et on en a discuté tout à l'heure en venant ici, c'est une façon assez incroyable comme stratégie de communication politique. Pourquoi? Parce que, je ne le défends pas forcément, mais parce que lui, il dit l'idée, et après, nous, tous, nous, peut-être pas chacun d'entre nous, mais quand même pas mal de nous, et puis dans l'écosystème médiatique, on passe tout notre temps à chercher le raisonnement et la logique qui lui permettrait de rester. Donc, quelque part, on fait le boulot pour lui. C'est-à-dire, il dit, j'aimerais bien le faire, et puis c'est toute la société qui dit, ça ne sera pas possible comme ça, mais ça sera pas possible comme ça. En tout cas, je ne donne pas énormément de crédibilité à cette hypothèse-là. C'est anticonstitutionnel. Certes, il pourrait tenter, mais c'est vraiment des configurations à la Medvedev. Et puis, par ailleurs, je pense qu'à un moment donné, le système politique va se retourner contre lui. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre génération de républicains qui est prête justement à assumer le pouvoir derrière lui. Ce ne sont pas des personnes qui vont laisser cet homme qui a bientôt 80 ans. Ce n'est pas une question d'âge, mais quand même, il y a cette envie d'une relève générationnelle. Donc, je pense que c'est quelque chose qui dit, pour, encore une fois, renforcer son statut de président qui décide, un homme fort, mais je pense qu'il n'y a pas énormément de crédibilité réelle derrière. Oui, merci David. Sur les facteurs de fragilité, notamment la démographie. Oui, vos deux questions. Le vieillissement, les Chinois me disent que c'est absolument pas un problème parce qu'on va passer d'1,3 milliard à 1 milliard. Quand on a 600 millions de gens dans les campagnes qui gagnent entre 300 et 400 $ par mois, j'en veux moins, j'en veux pas plus. Par contre, vous, là, la France, qui payait des gens de 60 à 82 ans à rien faire, c'était évident que le vieillissement, vous allez à la faillite garantie. C'est 14% du PNB français. Ils disent, nous l'éducation, c'est 3,5. Ils disent, nous, les familles, 15% du budget familial va dans l'éducation de l'enfant unique. Donc le vieillissement, le problème, il n'est pas quantitatif. Pour moi, le truc qui est incroyable, et je dépasse, c'est la plus grande question pour moi sur la Chine, c'est qualitatif. Il ne va y avoir une société que d'enfants uniques. Ça a commencé en 1990, donc 30 ans de plus, ça vous fait 2020. Donc, on commence à voir une société où il n'y a que des enfants uniques. Jamais vu. Et la démographie ne pouvait pas changer, elle est embarquée, il y en a pour 30 ans. Donc, on a 30 ans de Chine d'enfants uniques. Sur le plan sociétal, aucune idée de ce que ça va donner. Deuxième question, les BRICS. Les BRICS, d'un point de vue économique, c'est complètement bidon. Mais d'un point de vue géopolitique, là, le cadeau que Trump est en train de faire à la Chine, je dis que si ça pètera plus nord-sud que est-ouest. Et donc, le conseil que j'ai pour vous, c'est, vous voyez, j'étais à Singapour il y a 3 semaines, conférence, et tout l'ASEAN me dit, plus aucune confiance dans les US, il faut qu'on fonce en Europe. Donc, vous avez 2 choses à faire. Il faut être sélectif dans les BRICS, ASEAN et Amérique latine. Vous allez voir, votre collègue va dire, mais vous êtes complètement taré, ça n'a jamais marché. En 2009, c'est le pari qu'a fait l'Allemagne sur la Chine. Ça n'avait jamais marché. Les Allemands ont dit, on fonce en Chine parce que c'est la seule opportunité de toute façon qu'on a. Et aujourd'hui, moi, à votre place, je foncerai parce que ces gens veulent bosser. Ils ne veulent pas de la Chine, ils ne veulent pas des US et ils seront très heureux de nous avoir. Donc, van der Leyen qui va Mercosur au mois de décembre, il faut foncer. N'écoutez pas Macron, il faut foncer. L'ASEAN, il faut foncer. Vous voyez ce qu'il vous reste à faire entre 18h et 20h. Téléphonez à votre COMEX. Une question là-bas. Bonjour, donc Sébastien Charrère, cabinet SIA Partners, responsable des équipes tech. Samedi dernier, à Pékin, il y avait la première course de robots et d'humains qui peut paraître anecdotique, sauf que derrière, c'est beaucoup de R&D, beaucoup d'innovation. Vous avez évoqué le temps long, vous avez évoqué le fait qu'on passait en économie de guerre. Comment vous voyez cette anecdote de la semaine dernière à Pékin vis-à-vis de ce temps long et cette économie de guerre en Chine? Est-ce que ce n'est pas les futurs soldats robots dans 30 ans ou 50 ans?
Alors, j'étais pas à la course, mais je savais pas qu'il y avait une course, mais ça ne m'étonne pas. Hein. C'est exactement ça répond à la question précédente du vieillissement. Hein. C'est que moi, mon problème, c'est que j'ai un tiers de la productivité des US et que je crois beaucoup plus à la tech. C'est ce qui est absolument frappant en Chine. C'est cet amour de la tech. Vous, là, je disais, mais en Europe, on vous aime pas. Là, vous faites de l'IT, vous êtes pas fun, votre truc. On l'a dit hier soir. Voilà. Mais vous êtes dans le même endroit, parce que vous seriez aux US, vous seriez en Chine, mais vous seriez les dieux vivants. Les dieux. Et la Chine sait qu'elle veut rattraper les US là-dessus. Et donc, là, ce que vous décrivez, c'est le hardware. C'est le mélange. C'est comme ça que la Chine pense qu'elle va gagner face aux US. La robotique, c'est quoi? C'est le mélange d'hardware et software. Et ils disent, avec le hardware, on tiendra les US. Autre question? Allez, Arnaud. Merci. Je te revaudrai ça. Alors, Arnaud Muller, cofondateur de Clearup et coprésident de la filière numérique de confiance. J'avais une question sur le financement. En fait, on a pas mal parlé des blocs et on a aussi un sujet de financement massif qui va nous permettre de construire l'autonomie numérique européenne. Dans ce cadre-là, moi, je vois notamment sur mon petit territoire, la Normandie, des capitaux venant d'Arabie Saoudite venir chercher et venir investir chez nous. Et je me dis, sur ce sujet du financement, finalement, comment on va aller trouver des sources de financement un peu alliées dans ce contexte géopolitique qui nous vampirise pas? Et Ami? Non. Non, David? Alors, j'ai pas bien compris le nom de votre société, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait confiance au milieu. Alors, oui, c'est numérique de confiance, c'est la filière. Ouais, la société, c'est Clearup, c'est le mot Europe. Vous voyez, quand on dit qu'est-ce qu'on va faire, il y a un truc qui est quand même extraordinaire, c'est qu'on ne signe pas un contrat en Chine en confiance, et désormais, on ne signe plus un contrat en Chine aux US. Donc, chaque fois que vous signez un contrat avec un de vos clients, c'est 20 à 30% plus cher, parce que ça se fait ici, en France, où il y a la confiance. Donc ça, c'est le premier truc. La valeur ajoutée que vous créez, un des business models les plus dingues qu'on a à créer, c'est le créateur de confiance. Donc chaque fois que vous utilisez la blockchain pour créer de la confiance que les US et la Chine ne peuvent pas créer, vous le facturez. C'est ça le futur de l'Europe. C'est ça notre avantage compétitif. Et le financement, j'ai une très très bonne nouvelle pour vous, on n'en a pas parlé, c'est que je vous ai dit que les US avaient un énorme problème de financement, que la Chine avait un énorme problème de financement. Nous, on a l'Allemagne qui a 1000 milliards d'euros de marge de manœuvre budgétaire. C'est la seule grande puissance au monde. L'Allemagne de 2025 et la Chine de 2008. C'est le seul pays dans une crise financière de balance sheet qui a 1000 milliards parce qu'ils ont 60% de dette sur PNB au lieu de 120. Donc vous foncez en Allemagne et vous leur dites, si votre idée est bonne, vous dites, et les Allemands seront absolument ravis de vous financer. Merci. Oui. Je dis ça parce qu'on est près de l'Allemagne en plus, c'est pas loin. Allez, vas-y. Jean-Christophe Morisseau, Oui. Lenovo. Une question concernant l'Inde. On parle beaucoup de la Chine. On voit que la démographie est un facteur important dans la géopolitique. Qu'est-ce que vous pensez de la position de l'Inde? Est-ce qu'elle est en train de nous faire ce que la Chine nous a fait il y a 30 ans? Comment elle est perçue du point de vue de la Chine? Comment elle est perçue du point de vue des États-Unis? Ça m'intéresse de voir votre point de vue sur l'Inde. Merci. Oui. Oui, effectivement, l'Inde sera sans doute une gagnante de cette administration Trump qui voit l'Inde, et d'ailleurs ce n'est pas la première présidence qui le constate récemment, c'est une façon extraordinaire d'éclater un peu l'espace asiatique. Donc effectivement, la question de la démographie, le rapport à la tech, les États-Unis voient la montée de l'Inde comme un contre-pouvoir très important à la Chine. Et donc, en effet, on voit la main tendue des États-Unis vis-à-vis justement de ce grand bloc démographique et contre-pouvoir politique, géopolitique dans la région. Tout à fait. En quelques c'est la démographie. Un Chinois, il vous dira un Chinois qui naît, ce sont deux bras qui travaillent. Un Indien qui naît, c'est une bouche à nourrir. Donc le dividende démographique, j'y crois pas du tout. Par contre, et j'ai écrit n'importe quoi dans mon bouquin, j'ai 2 pages très négatives sur l'Inde parce que j'avais déjeuné avec Rahul Gandhi qui m'a expliqué que Modi était un truand. Mais je crois beaucoup depuis. C'est pas du tout l'Inde ne va pas du tout faire le manufacturing de la Chine parce qu'il n'y a pas l'infrastructure pour. Mais par contre, là où l'Inde va nous surprendre, c'est notamment avec GenAI, ça va être les services à basse valeur ajoutée qui vont faire très, très
je crois, de manière très très efficace. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un de Dassault Aviation dans la salle, mais regardez, Dassault Aviation est en train de négocier des contrats Rafale avec, pour la première fois, usine d'assemblage hors de France, ça on peut comprendre, mais surtout software, notamment de maintenance, faible valeur ajoutée, qui seront faits en Inde. Et c'est ça le futur. Et c'est un autre exemple de hardware qu'on mélange à software. C'est ça la formule gagnante du futur. Et c'est là où l'Inde va se positionner. Merci David. Lionel, pardon, d'abord Lionel et ensuite, voilà, puis ce sera les dernières questions. Merci. Bonjour, Lionel Chen, le DSI de BPI France, la Banque publique d'investissement. Vous avez parlé donc de la désindustrialisation en risque sur l'automobile, donc alors que globalement l'Europe se targue ou veut réindustrialiser, donc un peu d'ailleurs comme les États-Unis. Donc là, face effectivement à la vague qui arrive, donc et en partie liée aussi à la régulation sur l'électrique, etc. Que doit faire l'Europe, selon vous, David? Et vis-à-vis donc de l'automobile électrique aussi, donc aux États-Unis, cette industrialisation, que doit faire l'Amérique? Est-ce que c'est les mêmes réponses ou pas? Question vis-à-vis des États-Unis sur l'automobile, c'était quoi, pardon? En fait, aujourd'hui, sur le risque donc d'arrivée des automobiles chinoises donc aux États-Unis versus donc aussi toutes les taxes ont été positionnées entre le Mexique, le Canada, la chaîne industrielle automobile est-elle en risque, grosso modo, aux États-Unis, de la même façon qu'elle est en risque en Europe? Et est-ce que les risques sont les mêmes ou est-ce qu'ils sont différents pour l'Europe? Je reformule un petit peu comme ça. Alors, je ne suis pas spécialiste du secteur automobile, donc j'aventure une réponse un petit peu en lien avec le sujet qui est le mien principalement. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'inquiétudes justement sur l'automobile, notamment aux États-Unis, simplement parce que les frais de douane, en effet, risquent de mettre l'industrie automobile aux États-Unis très en péril. Alors, la difficulté, c'est effectivement l'augmentation des prix que vont supporter les consommateurs américains. Donc c'est vrai que je peux vous répondre sur le fait qu'en termes de pression politique, cela risque d'être un vrai problème pour le Parti républicain, parce que finalement, les Américains y voient le sticker shock, le prix d'achat qui risque d'augmenter à cause des frais de douane, et ils considèrent que c'est une vraie attaque contre le pouvoir d'achat qui s'exprime d'ores et déjà dans les enquêtes d'opinion publique et la pression sur des élus républicains comme démocrates. Merci, David. En Chine. Alors, ce sont des fous furieux dans ce bâtiment qui ont tué notre... Les Chinois me disent, c'est pas nous qui avons tué l'industrie automobile européenne, c'est l'Europe qui a auto-détruit son auto. Donc, ce qu'on fait, c'est naturellement 2035, on arrête cette histoire de plus de moteur thermique et n'importe quoi. On a une énorme chance, c'est que 80% des Français ne veulent pas de la voiture électrique aujourd'hui. Donc, on ferme le marché pendant 5 ans, on donne 5 ans à nos industriels, en disant usine chinoise ici, mais avec transfert de technologie, ce qu'on a fait à l'inverse. Et le problème qu'on a, c'est que la tech, c'est un savoir-faire, parce que c'est de l'électrochimie. Et donc, on va se faire avoir par les Chinois qui vont dire c'est du 7 jours sur 7, 24-24, et ils vont dire vous bossez 35 heures par semaine, donc la moitié du temps vous n'êtes pas là, et donc on n'arrive pas à vous transférer le know-how. C'est comme ça qu'on va se faire avoir. Merci. Dernière question, oui. Oui, bonsoir. Merci David. Hervé Ferrouillat du cabinet ISG. Je voulais juste savoir quel était, à votre avis, l'impact de l'initiative des nouvelles routes de la soie qui va regrouper plus de 60 pays, plus de 4 milliards de personnes, sur l'influence géopolitique de la Chine. Alors, 1 minute de réponse. Ouais, alors, c'est surnommé la déroute de la soie. C'est 1000 milliards qui ont été investis, 300 milliards de pertes. Donc, c'était 100 milliards par an. Maintenant, c'est 50 milliards. Ce sont juste les 50 milliards qui maturent de dette américaine. Parce que Chine n'a plus le droit. Et aujourd'hui, c'est que du pétrole. C'est-à-dire que les routes de la soie, c'est acheter du pétrole à l'Iran et à l'Arabie Saoudite. Parce que financièrement, ça a été un désastre total. Ces pays, on n'y est pas allé parce qu'il n'y a personne qui a jamais gagné de l'argent dans ces pays. RDC, Nigeria, Venezuela, etc. Donc, ça, sur le plan économique, c'est terminé. Par contre, sur le plan géopolitique, encore une fois, j'insiste, les BRICS, ce n'est pas une équation économique. Pour vous donner un exemple, 2024, les plaintes à l'OMC contre la Chine, majoritairement, sont faites par des pays des BRICS. Ce n'est pas nous, ce n'est pas les US qui poursuivent la Chine. Ce sont les BRICS. Donc économiquement, ça ne marche pas. Géopolitiquement, Trump offre les BRICS sur un plateau à la Chine. Merci beaucoup, Ami et David. Vous pouvez les applaudir. Vraiment, je vous remercie vraiment vivement tous les deux d'être venus nous éclairer. C'est absolument essentiel.
Le CIREF a publié au mois de février un rapport justement sur la géopolitique et la stratégie au sein des directions du numérique. C'est un sujet qui est majeur, je crois, pour nous. Et donc, je vous remercie à nouveau.